Webinaire de 2025 cette année. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux conférencières qui vont nous présenter une présentation sur l'implication de l'éducatrice spécialisée dans l'évaluation et l'entraînement à la conduite. Il s'agit d'Isabelle Ouellette, qui a déjà été conférencière avec nous plusieurs fois. On la remercie d'ailleurs. Elle est ergothérapeute au programme des aides techniques du CIUS de la capitale nationale depuis 17 ans et elle agit à titre de coordonnatrice clinique depuis les 5 dernières années. Elle participe activement à la formation de la relève sur le positionnement avec l'Université Laval et collabore avec l'Ordre des ergothérapeutes du Québec pour des formations sur le positionnement pour ses pairs. Nous avons également la participation d'Annie Harvey, qui est éducatrice spécialisée depuis 33 ans au CIUS de la capitale nationale. Donc, elle est au CIUS de la capitale nationale, pardon, depuis 28 ans dans divers programmes et depuis 2022, elle travaille à mi-temps au programme des aides technologiques et elle partage son poste avec le programme du contrôle de l'environnement et à la communication. Alors, mesdames, je vous cède la parole. Merci, Élise. Donc, on pensait faire une présentation aujourd'hui sur le rôle de la technicienne en éducation spécialisée. Donc, tout au long de la présentation, là, on va utiliser le terme TES. Euh, Puis, on pensait faire cette présentation-là parce qu'on a deux services d'aide technique là, dans la province qui ont une TES dans leur programme. Puis, on trouvait que c'était un atout majeur de le partager à tout le monde sur ben, c'est quoi le rôle d'une TES. On est habitué à une équipe ergo, technicien en orthèse-prothèse, mécanicien. Mais TES, on est plus ou moins habitué, puis c'est un atout majeur. Fait qu'on voulait vous partager cette information-là. Et le rôle de notre TES dans l'équipe qui est Annie qui est avec moi ce midi, elle travaille au niveau de l'entraînement des habiletés de conduite. Au long de la présentation, on va vous dresser un peu le plan, un peu l'histoire, d'où c'est venu cette idée-là, ce contexte-là, pourquoi qu'on voulait avoir une TES dans l'équipe pour faire l'entraînement au fauteuil roulant motorisé. C'est quoi la démarche globale d'entraînement à la conduite du fauteuil roulant motorisé? Donc, le rôle des intervenants, quelle est la documentation à compléter quand on fait une référence à la TES? Comment se passe la gestion et l'entraînement de la conduite avec Annie là au moment où on fait l'entraînement, ben comment ça fonctionne. Puis on a décidé de mettre juste un volet statistique là, on a juste sorti l'année 2024, mais pour se donner une idée, est-ce que finalement ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? D'emblée, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine, c'est pour ça qu'on en parle ce midi. Et un petit cue là vers l'avenir, on s'enligne vers quoi pour l'avenir. Notre problématique initiale, comment le tout s'est déclenché, c'est qu'on avait un inconfort de la part des intervenants quand ils faisaient l'évaluation pour un fauteuil roulant motorisé pour un usager. Ben, à l'issue du 3 heures de la plage d'évaluation, ils disaient ça marche pas bien, Caroline, je peux pas y donner un fauteuil, mais ça vaudrait la peine, il y a un potentiel, mais il faudrait que je le revoie, mais on n'avait pas la capacité de pouvoir revoir tous ces usagers-là. On sait très bien que dans une évaluation pour fauteuil motorisé, on valide l'admissibilité, on fait une entrevue, on prend des mesures, on fait une éval posturale, on détermine quel type de traction, mais on fait aussi une évaluation de la sécurité à la conduite. Puis notre constat, c'était que ça prenait juste 1 heure d'essai de conduite, puis il y a des usagers qui ont besoin d'un peu plus pour qu'on soit en mesure de pouvoir statuer sur une capacité à conduire. Sauf qu'on n'avait pas toutes les possibilités ou tout le temps requis pour pouvoir faire ça. Fait que ça amenait les usagers à pas avoir droit à une deuxième chance. Donc, ça donnait, dans le doute, ben, on disait, ben non, il était pas si bon que ça. Ah non, je doute, fait que je donnerai pas de fauteuil. Ça donnait des impacts fonctionnels. Quelquefois, ça amenait même les usagers à devoir être placés en hébergement plutôt que de pouvoir avoir un maintien à domicile. Ça amenait aussi des usagers à avoir, dans le cas contraire, un octroi de fauteuil en disant, hey, je veux pas, oh, pas bien, mais je pense que finalement, c'est pas pire. Ben, on leur donnait un fauteuil, mais finalement, ils étaient devenus tellement craintifs qu'ils sous-utilisaient leur appareil. Ou en troisième lieu, je l'ai pas mis, mais ça amenait des fois à dire, ben là, je pense qu'il y a un potentiel, je vais le revoir. Mais quand on leur voyait l'usager, ben là, nos listes d'attente augmentaient de façon faramineuse. Donc, euh, on s'en sortait jamais là en lien avec cette problématique-là. Fait qu'on a essayé d'identifier une solution, puis la solution la plus simple, ben, c'est-à-dire, ben, on va leur fournir un entraînement à ces usagers-là
pour pouvoir ben, savoir sont-ils capables ou pas de conduire. Mais là, on disait à quel moment il faudrait l'offrir. Et on a comme déterminé qu'il y avait 3 moments qui étaient importants pour un entraînement. Il y avait le moment qui était prédécisionnel, c'est-à-dire on finit l'évaluation avec le client, puis le client il a un potentiel, mais c'est pas clair. Donc, dans le fond, il n'est pas nécessairement capable de conduire, ou il est capable de conduire, mais avec difficulté, mais pas assez pour que je dise, ah, il peut avoir un fauteuil. Donc, comme un entraînement avant qu'on puisse statuer. Il y en a d'autres qui étaient capables de conduire, mais tellement craintifs qu'ils ont besoin d'améliorer ou développer certaines habiletés. Il y en a d'autres que ça va super bien quand on fait l'essai en milieu clinique, mais qu'on se dit, oh, à la maison, quand il va repartir, il va prendre son transport adapté, sa maison, son appartement, c'est tout petit. On pense que ça ira pas bien. Ben, on disait, il faudrait un entraînement post-attribution afin de faciliter l'intégration dans le milieu de vie. Mais rendu là, on se disait, ouais, mais qui fait ça? Parce que là, on a une solution, elle était comme claire, mais qui peut le faire? À l'époque, c'était pas l'entraînement à la conduite, c'était pas un mandat des aides techniques. Du moins pour l'époque. On n'avait pas de personnel pour effectuer la tâche, puis encore moins d'argent pour engager quelqu'un pour le faire. Puis on disait que l'ergothérapeute qui évaluait, il était pas nécessairement le mieux placé pour faire l'entraînement parce que c'était lui qui devait donner une décision finale. Fait que ça pouvait biaiser l'entraînement ou générer de l'anxiété. Donc, on avait comme une boucle qui tournait en rond finalement, qu'on n'arrivait pas à des solutions adéquates. En 2014, on a pu avoir un beau partage. Je crois que c'est Elise qui avait fait une présentation là, au congrès de la RDPQ à l'époque, où elle intégrait, il y avait une TES qui était intégrée dans son programme. Et on a décidé d'aller de l'avant avec ça pour collaborer avec un programme qui était pour nous aussi, le Capital National, là, qui s'appelait le programme de soutien à l'intégration sociale. Pourquoi ce programme-là? Parce que la visite était vraiment une visite d'intégration domiciliaire, développement des habitudes de vie, donc soutenir nos usagers dans la communauté. Donc, ça faisait sens avec l'octroi d'un fauteuil roulant motorisé. Donc, on était à ce niveau-là, puis on voulait surtout pas que on donne un fauteuil motorisé qui finit comme un fauteuil de salon qui est juste utile pour la bascule au final parce que le client il a peur de l'utiliser dans la communauté. Donc, on a dit, on a le bon programme, on avait la porte d'entrée qui était là. On s'est posé la question aussi, pourquoi une technicienne en éducation spécialisée? Fait que je vais laisser la parole à Annie. En fait, je vais vous faire une brève description là, de l'éducation spécialisée. Donc, un éducateur spécialisé, ça intervient auprès de personnes ou de groupes de tous âges, connaissant ou étant susceptibles de connaître des difficultés d'adaptation variées, bon, dans le domaine de la santé mentale, des services sociaux et de l'éducation. Participe activement au processus d'intégration sociale en favorisant l'adaptation de la personne en difficulté. Son principal objectif, c'est de développer les capacités, recouvrir les compétences et la reprise des habitudes de vie afin qu'elle atteigne un niveau d'adaptation optimale là, dans la communauté ou dans son milieu de vie. L'éducateur spécialisé doit, entre autres, faire l'observation, observer les attitudes et les comportements des personnes, participer à l'évaluation des besoins, élaborer un plan d'intervention, favorisant leur adaptation, animer des activités individuelles ou de groupe et faire des évaluations périodiques permettant un suivi de ces personnes et bien sûr un ajustement des objectifs. Fait que dans le fond, on avait un super beau plan de match. On a super bien roulé avec le programme de soutien à l'intégration sociale de 2014 à 2022. Mais en 2022, le programme de soutien à l'intégration sociale ferme. On a une restructuration au CIUS de la capitale nationale. Là, on se dit, Colin, depuis 2014, on voit des bénéfices chez nos usagers. Plusieurs usagers pour qui on n'aurait pas donné de fauteuil, mais que suite à l'entraînement, on est en mesure de le donner, puis on a pu voir qu'il était encore capable de le conduire après un certain délai après. Donc, c'était un programme qui était efficace. Fait que là, on a dit, hey, vu que le programme ferme, ben, qu'est-ce qu'on fait? Première option qu'on a dit à la direction, on a dit, ben, on peut pas faire marche arrière. C'est pas une option. On risque d'engorger des milieux, on risque de créer des impacts fonctionnels chez des usagers. Donc, il faut continuer la situation. On a eu le bonheur de pouvoir intégrer Annie avec nous qui travaillait déjà au programme de soutien à l'intégration sociale qui libérait finalement
son poste vu que le programme fermait. On a pu l'avoir avec nous. On était très heureux. Et Annie, elle travaille avec nous à 1,5 jours semaine au programme des aides techniques. Elle partage son temps aussi à 2,5 jours semaine au programme de contrôle de l'environnement et de la communication. Qu'est-ce qui est intéressant entre le PAP et le PASEC, donc je vais vous le dire en abréviation, c'est que ces deux programmes qui sont très conjoints, vous le savez, au niveau des aides techniques, ça arrive souvent quand on a un motorisé puis qu'on a des contrôles d'environnement, qu'on ait besoin de suivi puis de collaborer ensemble. Ben, Annie est un bon point pivot là entre les deux. Puis des fois, dans la conduite, elle a son impact aussi. Donc, on trouve ça super intéressant là, de travailler à ce niveau-là. Globalement, comment qu'on a élaboré notre démarche globale d'entraînement? C'est que dans un premier temps, comme n'importe quelle évaluation, l'usager vient dans notre service pour une évaluation. Donc, il rencontre l'ergothérapeute, puis il fait son entraînement, son évaluation à l'intérieur du 3 heures de rencontre. Donc, il fait son heure d'évaluation pour statuer sur la capacité. Plusieurs options s'offrent à nous à partir de là. Première option, c'est que l'usager présente des super bonnes capacités de conduite, tout va très bien. Ben, en fait, on passe directement à l'attribution d'un fauteuil roulant motorisé et c'est là que Annie ne rentre pas en ligne de compte. On pense que l'usager est tout à fait capable d'avoir un motorisé qui n'a pas besoin d'entraînement. On a l'autre option qui est un client qui a une difficulté qui est vraiment marquée à la conduite. C'est non sécuritaire, il n'y a pas de potentiel démontré. Clairement qu'à la fin, pour nous, c'est une évidence que l'usager est non sécuritaire. Ben, on y attribue pas de fauteuil motorisé. Donc, encore une fois, on a les deux extrêmes. La technicienne en éducation spécialisée est pas avec nous pour ces deux extrêmes-là. C'est toujours quand on tombe dans les zones grises que Annie est avec nous. Donc, on voit qu'on a un client qui a de super bonnes capacités de conduite, mais qui a quand même quelques lacunes mineures ou qui a de l'anxiété plus à côté dans le plafond. Donc, on peut aller vers des entraînements. On se dit, soit que oui, on lui donne un fauteuil, ou ça ira peut-être pas bien après dans le quotidien. Donc, nos deux options, c'est un pré-attribution. Donc, on y attribue le fauteuil, il y a la capacité, mais on veut développer certaines capacités en milieu clinique, en milieu protégé, ou post-attribution. Après qu'on ait attribué le fauteuil, on veut aller continuer de développer les capacités de l'usager dans son milieu réel, à son domicile, pour intégrer ses capacités. Donc, la dernière alternative, c'est qu'on a un usager qui a des difficultés qui sont notées à la conduite. Il n'est pas sécuritaire, mais il démontre quand même un certain potentiel. Ceux pour qui, normalement, l'ergothérapeute aurait dit non, il n'est pas sécuritaire à la conduite, puis que là, il savait pas trop vers où aller, puis il y a plusieurs années, on n'aurait pas donné de fauteuil, mais il y a quand même un certain potentiel. Donc, on va passer par le bloc entraînement prédécisionnel requis. Donc là, on va dire, on va faire quelques entraînements en milieu clinique avant de reprendre une décision, avant que l'ergothérapeute revoie l'usager pour prendre une décision. Donc, on est à ce niveau-là. Donc, il doit être revu par un ergothérapeute en évaluation suivant l'entraînement pour déterminer l'orientation. Donc, c'est un petit peu le portrait clinique de la démarche globale d'entraînement fauteuil roulant motorisé. Fait qu'à l'issue de ça, on a 3 types d'entraînement. On a le prédécisionnel, qui est un entraînement à l'IRDPQ en milieu simulé, qui est requis avant de statuer sur la sécurité à la conduite. On a un entraînement qui s'appelle pré-attribution. Donc, on a un usager qui est apte à la conduite. Il présente certaines lacunes mineures qui peuvent être travaillées ou de l'anxiété avec la conduite de l'appareil. L'objectif, c'est d'améliorer les habiletés de conduite, puis diminuer l'anxiété. Les séances d'entraînement se font toujours à l'IRDPQ. La raison est simple, l'usager n'a pas d'appareil, puis on ne commencera pas à se promener d'un milieu à l'autre en transportant un motorisé. Le post-attribution, c'est un usager qui est apte à conduire de façon sécuritaire, mais qu'on juge qu'il nécessite un entraînement à domicile pour transposer ses acquis dans son milieu de vie, donc dans son milieu réel. On est à ce niveau-là. Les différents rôles de nos intervenants. L'ergothérapeute, ses rôles sont différents des rôles de la technicienne en éducation spécialisée. C'est sûr qu'on a des zones grises, puis on n'arrête pas de se parler tout le long de ça.
Donc, on collabore toujours ensemble. Donc, l'ergo, son rôle est évaluatif. Il y a un rôle de remettre la référence à la technicienne en éducation spécialisée avec les principales difficultés et de remettre une grille qui est basée sur l'outil d'évaluation de WSP. On l'a vu dans une présentation précédente dans l'enfance, le WSP. Donc, on utilise une grille là, qui est interprétée par rapport à ça. On avise l'usager qui va être contacté par Annie pour des entraînements, puis aussi le contexte d'entraînement. Fait que le client, il n'est pas surpris d'avoir un appel pour un entraînement. Donc, c'est un bout qu'on veut qu'il soit vraiment discuté par l'ergothérapeute au préalable. Puis, on procède toujours à la réévaluation finale de la capacité à conduire. Du côté de la technicienne en éducation spécialisée, elle va planifier l'entraînement en fonction de la référence puis des observations. L'entraînement prédécisionnel et préattribution se font à l'IRDPQ en milieu simulé. On le fait à l'intérieur et à l'extérieur. Le post-attribution se fait toujours à la résidence de l'usager en intérieur-extérieur. C'est déjà arrivé que si l'enjeu était de se rendre à l'école, ben c'était de se rendre à l'école ou de prendre le transport adapté. Donc, il y a des interventions qui ont été faites en ce sens. Il peut être requis que la technicienne en éducation spécialisée soit à la livraison pour accompagner lors du premier rendez-vous pour prendre le transport adapté. Puis, il y a une communication, comme j'ai dit, on est toujours en contact. Donc, Annie et les ergothérapeutes sont toujours en contact. Et à la toute fin, elle produit un rapport là, pour faire état là, du processus d'entraînement qui a eu lieu. Qu'est-ce qui est quand même un point à souligner, c'est que l'atmosphère des entraînements doit être réservée à l'apprentissage. C'est juste pour cette raison-là que le rôle décisionnel revient à l'ergothérapeute pour pas brimer le lien de confiance avec la TES. En fait, on s'entend, c'est sûr que Annie, si elle constate que ça va vraiment pas bien dans un entraînement, elle va en parler avec l'ergothérapeute. Ça se peut qu'ils se rencontrent ensemble pour finaliser une intervention. Mais on veut garder l'aspect là stresseur de la décision à l'ergothérapeute pour pas brimer les entraînements ou le lien de confiance là, avec la technicienne en éducation spécialisée. Grosso modo, on vous a mis quelques papiers. C'est quoi? Non, c'est quoi? OK, excusez. On vous a mis quelques papiers là, quand on fait une demande de référence pour vous donner une idée si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Donc, au niveau de la référence, on remplit un document sur lequel l'intervenant écrit si on est en contexte de pré-attribution ou post-attribution et quel est le but. Donc, c'est de renforcer les capacités ou prendre une décision. Puis, en post-attribution, c'est est-ce qu'on a besoin que l'éducatrice soit présente le jour même ou dans les jours suivant l'attribution? On parle de quel type d'appareil? En fait, ici, Annie utilise des fauteuils qu'on a mis de côté, là, qu'on a préparés là, pour elle. Puis des fois, quand il n'y en a pas, on s'arrange avec les démonstrateurs pour qu'elle fasse l'entraînement comme l'entraînement se fait dans l'établissement, mais on essaie d'avoir certains éléments. Si c'est une unité auxiliaire à la propulsion motorisée, ben, on y explique c'est quoi les précisions par rapport à ça. Et un petit peu plus bas, on y donne quelques détails techniques comme les diagnostics, le type de transfert. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des usagers, c'est transfert à la toile et levier, des usagers avec une barre d'appui. Donc, on veut s'assurer de la sécurité de l'usager puis que Annie puisse bien se préparer à sa rencontre. Un nombre de séances estimées. C'est un prorata que l'intervenant met, mais c'est sûr qu'Annie va le réajuster en fonction de qu'est-ce qu'elle voit, où elle en est rendue. Donc, ça va être discuté. Et un petit peu quelques commentaires qui vont être indiqués. Et on voit grille d'évaluation jointe. En fait, j'ai juste mis un début d'une grille d'évaluation qu'on n'a pas encore mis à jour. Là. Vous pouvez voir des plus vieux fauteuils là, en haut. Mais c'est une grille qu'on a faite qui est inspirée du WSP. En fait, chacun des critères du WSP, comme l'approche étable, manipuler, monter une pente, accéder à des espaces restreints, ouvrir une porte, fermer une porte et tout ça. Donc, avec des commentaires. Donc, l'intervenant, l'ergothérapeute doit remplir la grille et mettre en évidence des éléments qui sont problématiques pour que ce soit des cibles d'intervention pour Annie. Donc, on utilise ça. Normalement, on devrait retravailler un petit peu la grille en fonction des changements du WSP. C'est un work in progress, mais on a plusieurs éléments, là, comme vous pouvez le voir, là, qu'on utilise.
Et à la toute dernière page, ben, on a notre analyse. Est-ce qu'il est apte à conduire, il n'est pas apte, l'entraînement est requis, et l'ergothérapeute met ses commentaires. Donc, on est à ce niveau-là pour tout au niveau logistique. Je laisse la parole à Annie pour qu'est-ce qui se passe en réalité là, au moment des rencontres. Parfait. Alors, merci Isabelle. Au départ, au niveau de la gestion de la liste des priorités, je dirais que je prenais les clients là, vraiment par date que je les recevais. Puis avec l'expérience, ben là, finalement, il y a des choses qui ont changé. Donc, si on est en préattribution, évidemment, je vais mettre en priorité 1 les prédécisionnels parce que le fauteuil n'est pas encore commandé. Donc, j'essaie de voir ces gens-là le plus rapidement possible afin que l'ergo puisse commander le fauteuil là, si c'est justifié. En priorité 2, ben, je vais mettre le renforcement là, de préattribution. Au départ aussi, je les prenais au début lorsque je recevais ma demande, puis je me rendais compte que souvent, il y avait un gros laps de temps entre mon temps de, tu sais, si je vois la personne 4 fois pendant un mois, ben des fois, il y avait un 2 mois qui espaçait de la livraison du fauteuil, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie là, de repousser ça un petit peu pour que ça soit un petit peu plus proche de la livraison du fauteuil pour que les acquis soient encore à jour quand la personne reçoit là, son fauteuil. Et en post-attribution, ben maintenant, la façon qu'on prend pour que ça fonctionne bien, c'est lorsque le bureau des rendez-vous téléphone au client pour faire la livraison du fauteuil, c'est toujours à peu près 3 semaines avant la livraison. Donc, je reçois un courriel aussi me disant là, quand est-ce que le fauteuil va être livré. Donc, je peux déjà planifier une rencontre dans les jours là, suivant là, la livraison du fauteuil. Au niveau de la prise en charge, bien sûr, je vais lire là, ce qu'Isabelle vient de présenter, là, la grille d'évaluation qui a été faite, là, les documents que l'Ergo m'a envoyés. Ça peut arriver parfois qu'il y a des choses qui me semblent un peu moins claires, fait que je vais contacter l'Ergo là, qui va me donner de l'information supplémentaire. Ensuite de ça, je vais contacter le client pour planifier. J'essaie au moins de planifier 2 semaines là, de rendez-vous pour être sûr que je vois le client là, assez rapproché. Et puis, je vais aviser l'ergo là, par courriel de la date là, du premier entraînement. Au niveau de l'accueil du client, ben c'est ça. Dans le fond, quand j'accueille le client, je vais parler de mon rôle de l'éducateur. Comme Isabelle le disait tantôt, il faut que, dans le fond, mon but, moi, c'est que la personne soit capable de conduire son fauteuil roulant motorisé, puis qu'elle puisse en avoir un, là, que ça soit efficace et sécuritaire. Souvent aussi, on travaille beaucoup dans la baisse de l'anxiété. Hein. Il y a des clients qui sont très, très, très anxieux. Fait que moi, je leur dis toujours, écoutez, ça va prendre le nombre de séances qu'on a besoin, inquiétez-vous pas. Tu sais, j'essaie vraiment de mettre le client dans un état un peu plus relax que justement là, de l'évaluation, en fait. Là. Moi, j'essaie de les mettre dans cet état-là. Je vais valider les objectifs de l'usager. Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que je vais redemander au client, est-ce que vous allez utiliser votre fauteuil à l'intérieur? Est-ce que vous allez l'utiliser à l'extérieur? Est-ce que vous allez vous promener sur la piste cyclable? Vous allez traverser des rues? Je regarde toujours ça avec eux. Ça me permet aussi de me dire, est-ce qu'on fait des déplacements à l'extérieur pendant l'évaluation? Ce qui a souvent été dit là, par l'ergothérapeute aussi. Je nomme les éléments identifiés lors de l'évaluation par l'ergo. En fait, je vais souvent demander aux clients qu'est-ce que vous pensez qu'on a à travailler dans la conduite du fauteuil. Tout ça, ça arrive que je vais leur demander au départ. Et puis, je vais vraiment nommer là, ce qui a été perçu par l'ergo comme des objectifs là, à travailler. Ensuite de ça, on va regarder la manette. En fait, revalider les connaissances en lien avec la manette du fauteuil. Donc, je vais leur demander d'ouvrir, de changer les vitesses, c'est quel bouton, de s'occuper de leur bascule aussi. Fait que juste pour voir qu'est-ce que les clients là se souviennent. Puis s'ils s'en souviennent plus, ben là, je vais faire l'enseignement là, de ce qui est oublié. Ensuite de ça, comme on disait, l'entraînement, c'est un parcours qui est dans l'IRDPQ. Je fais sensiblement toujours le même parcours qui est cependant là, je dirais, différente d'une personne à l'autre parce que je prends en compte des fois si la personne c'est beaucoup plus difficile, ben peut-être que la première rencontre, j'irai pas dans les salles de toilette où ça va être plus compliqué dans l'espace plus restreint. Si la personne est très, très stressée, souvent ça va être un petit peu plus long. Fait que
je vais moduler un petit peu l'entraînement du parcours de l'IRDPQ comme ça. Je suis pas en évaluation au départ, hein, je suis beaucoup, comme on disait, en entraînement. Fait que je vais faire beaucoup de répétitions sur les réalisations de tâches. Exemple, je vais laisser sortir la personne du local. Si elle fait pas son balayage visuel droite-gauche, je vais lui dire, bon, je veux que vous arrêtiez. Oubliez pas, quand on sort, il faut regarder à droite et à gauche. Tu sais, je vais vraiment faire beaucoup de répétitions. Puis je vous dirais que je le fais aussi de façon positive. Si la personne le fait la première fois, je vais souvent lui dire, super, vous avez bien regardé droite-gauche, c'est ça que je veux. Fait que c'est un peu comme ça, tu sais, monter la rampe avant les avances, lorsqu'on fait l'avance au niveau des tables, entrer dans l'ascenseur. Je vais beaucoup répéter les étapes là, qu'on a à faire. Et ça fonctionne quand même bien là, avec cet apprentissage-là. Je vais écrire les observations en cours d'entraînement. J'ai quelques documents à mon actif. Là, j'en ai un qui est pas mal bien. Tu sais, souvent, si j'ai des petites madames du même âge, 3 dans ma semaine, ben ça se peut que je me souvienne plus trop là, qui a fait quoi. Fait que j'aime vraiment ça, écrire les observations. Ça m'aide aussi pour mes rapports. Et lorsqu'il fait beau, si la personne décide là, de faire de l'entraînement à l'extérieur chez eux, ben, c'est sûr, je vais utiliser aussi là, l'extérieur de l'IRDPQ, des placements dans le stationnement. On a aussi une petite installation clinique à l'extérieur que je peux utiliser là, avec le fauteuil. Je me sers beaucoup de l'auto-évaluation. Ça vient de la grille aussi du WSP, de l'auto-évaluation. Donc, je vais demander à la fin de la rencontre au client, au niveau de la confiance à la conduite à 0 sur 10, comment il s'évalue, et au niveau de la performance, dans le fond, comment il se trouve bon sur 0 sur 10. Et sincèrement, je trouve ça très intéressant parce que d'une semaine à l'autre, ils peuvent voir leur progrès, puis ils peuvent voir, ah oui, j'ai plus confiance, cette semaine, je me sens mieux, je me sens meilleur. Fait que ça, c'est bien là, dans cette auto-évaluation que j'utilise. À la fin de la rencontre, je vais toujours valider les objectifs qui vont être à poursuivre la semaine suivante. Fait que souvent, je vais demander au client qu'est-ce que lui perçoit qu'il a à travailler. Puis après ça, moi, je vais lui dire là, qu'est-ce qui est à travailler. Et on regarde ces objectifs-là aussi en début de la rencontre suivante. Merci. Dans les objectifs, quand on voit si les objectifs sont atteints, bien sûr, les objectifs, là, moi aussi, c'est les mêmes objectifs que l'évaluation, qui sont travaillés là, en lien avec la grille. S'il y a des difficultés persistantes, souvent après 1 à 2 fois, si je vois des difficultés, c'est sûr que je vais contacter l'ergo, puis ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va se faire un plan stratégique là, qui va être mis en place. Lorsque les objectifs sont atteints, je vais contacter l'ergo. Si c'est une prédécisionnelle, dans le fond, l'ergo va réévaluer la personne là, pour faire la commande du fauteuil roulant par la suite. Ce qu'on a vu aussi avec l'expérience, c'est lorsqu'on a un usager qui est anxieux, souvent, si l'ergo le voit toute seule, ça arrive que l'anxiété remonte, là, puis la conduite est affectée, puis l'ergo voit des choses que moi, je voyais plus là, dans l'entraînement. Donc, ça peut arriver si on a vraiment là, un enjeu d'anxiété que je sois aussi présente là, lors de la réévaluation de l'ergo là, auprès du client. Et on a aussi observé que les usagers vus en pré-attribution, pré-décisionnelle, sont souvent vus une fois à domicile en post-attribution. Les entraînements à domicile, donc c'est sûr que moi, je vais vraiment regarder un petit peu au niveau des habitudes de vie à l'intérieur du domicile, donc faire l'accès à la salle de bain. Je donne un exemple, il y a un monsieur tout seul, il vivait tout seul, entré dans sa salle de bain, il rentrait d'avant pour aller parallèle à son bain, mais finalement, j'ai fini par lui dire, ce serait mieux qu'il aille de reculons, c'est beaucoup plus facile pour ressortir. Fait que c'est des choses comme ça que je regarde. Les approches de lit, approches de table, est-ce qu'il y a accès à son frigo, les choses comme ça. Fait que, tu sais, parfois, je peux donner des petits trucs, parfois, on va tasser le lit un petit peu, on va tasser la table de chevet là, pour que ça fonctionne mieux. Puis aussi, il y a tout l'aspect, là, dans le fond, de sortir de l'appartement, donc ouvrir, fermer la porte, la barrer, les entrées dans l'immeuble. Parfois, on est chanceux, on a des portes automatiques, parfois non. Bon, les ascenseurs qui sont parfois plus petites que les ascenseurs ici à l'IRDPQ, les salles communes, les rampes d'accès, tout ça.
Donc, ça va être des choses qui vont être travaillées. S'il y a beaucoup plus de trucs à travailler, là, exemple pour vraiment là, ouvrir les portes parce que ça se peut qu'aussi on contacte l'ergo du CLSC là, qui peut aussi aller mettre des aides techniques là, aussi à domicile, s'il y a un ergo au CLSC aussi. Alors, au niveau des statistiques de 2014, 2024, pardon, on a eu, dans le fond, 31 demandes qui ont été faites pour l'entraînement de fauteuil roulant motorisé, puis 2 pour le Smart Drive. Puis, il y a eu 2 personnes là, qui sont décédées avant la prise en charge. Dans le pré-attribution, on a dans le fond le prédécisionnel. On a eu 12 demandes en prédécisionnel. Ils ont tous complété avec succès, sauf un qui a complété avec succès son entraînement, mais lorsqu'il a reçu son fauteuil, là, la condition avait beaucoup détérioré, donc monsieur n'est pas reparti avec son fauteuil. Puis au niveau du préattribution, il y a eu 7 références qui ont été faites pour du renforcement. Au niveau du post-attribution, il y a eu 12 références qui ont été faites pour du renforcement. Puis je voulais vous amener, dans le fond, sur le prédécisionnel. Dans le fond, sur les 19 demandes que j'ai vues en pré-attribution, il y en a 13 que j'ai vues à domicile après en post-attribution. Alors, dans le nombre de séances moyen, les durées de celle-ci, si on regarde ici à l'IRDPQ et aussi à la maison, c'est environ 5 rencontres d'une durée moyenne d'1 heure et demie là, par usager. Fait que dans le fond, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui est important de mentionner? Puis je vais commencer tout de suite peut-être avec la partie du bas de la vignette, c'est que l'offre de service pour les entraînements, ça couvre pas les CHSLD, puis ça remplace pas non plus l'intervention d'un ergothérapeute CLSC. En fait, l'offre de service qu'on a, c'est pour pouvoir nous aider, nous, à statuer, puis rendre l'usager à l'aise avec. Mais si j'ai un appel 5 ans plus tard, monsieur vient de déménager dans tel milieu, la pièce est un petit peu plus petite et que l'ergothérapeute CLSC me dit moi je sais que vous avez une TES dans votre programme, est-ce qu'elle peut aller faire de l'entraînement? La réponse est non. En fait, nous, on travaille au moment de l'attribution d'un appareil et non pas plus tard. Donc, eux autres, ils ont des TES au CLSC. Il y a des ergothérapeutes qui sont présents. Donc, on n'offre pas ce service-là, d'autant plus que Annie est avec nous à 1,5 jours. C'est la même chose dans les CHSLD. La meilleure personne placée en CHSLD pour faire l'entraînement, c'est l'ergothérapeute du CHSLD parce qu'il est là dans le quotidien constamment. Donc, il est déjà présent pour pallier aux habitudes de vie du milieu du CHSLD. Fait que je pourrais pas, j'aurais pas le temps ni l'effectif. Annie pourrait pas, là, à 1,5 jours, elle serait pas en mesure de le faire et les intervenants, c'est leur responsabilité. Donc, on est à ce niveau-là, au niveau des entraînements. Donc, notre limite, elle est là. Donc, effectivement, à demi-temps, on avance lentement, mais sûrement, un objectif à la fois. Donc, notre premier objectif a été atteint au niveau de la motorisation, fauteuil roulant motorisé. Donc, je pense qu'on a un beau plan qui est développé. On a commencé à intégrer progressivement les ajouts des unités de propulsion motorisée au fauteuil manuel. Parce que veut pas, c'est un entraînement aussi, on a des requis. Il y a des enjeux majeurs qu'on utilise, une Smart Drive, une Smooth, un Compagnon Plus, peu importe la motorisation qu'on utilise, il y a des enjeux parce que c'est pas le fauteuil n'arrête pas nécessairement tout seul, ça demande des réflexes, des habitudes de vie et ce n'est pas évident à gérer. Donc, Annie a commencé avec quelques entraînements avec des Smart Drive et progressivement, elle s'intègre, Annie, à toutes les motorisations d'appoint, là, quand on a des présentations de produits, elle est avec nous pour essayer de voir quels sont les éléments qui pourraient être intéressants et elle est intégrée là, dans l'entraînement. Donc, notre objectif, je dirais notre gros objectif à venir avec la flambée des motorisations auxiliaires, c'est d'intégrer Annie avec nous pour qu'on puisse avoir un regard qui est beaucoup plus pratico-pratique là-dessus, puis qui va vraiment pouvoir aider l'usager. Donc, comprendre les modes de fonctionnement pour pas faire d'accident. Donc, est-ce que l'usager est capable de réagir adéquatement? Comment et où circuler avec les équipements? Parce que veux pas, tu rajoutes
une motorisation à ton fauteuil manuel, mais les petits trous en avant, ils restent au sol, puis on roule à 8 km/h, il y a une craque, c'est sûr que la personne va avoir un accident. Comment qu'on l'installe ou qu'on le désinstalle sur l'appareil, c'est un requis pour l'usager. Des fois, c'est pas évident. Donc, essayer de trouver des trucs, des astuces pour être capable de le faire. Comment gérer la charge. Donc, il y a beaucoup d'éléments à venir dans ce dossier-là. C'est un gros dossier. Fait on s'enligne vers ça, mais il y a tellement de motorisation que il y a autant de motorisation quasiment que de choix. Fait qu'on s'enligne vers ces éléments-là avec l'intégration d'une TES à notre programme. Donc, pour nous, l'ajout d'une TES à notre programme, c'est pas discutable. C'est une nécessité, c'est une professionnelle de la santé qui est super importante avec nous. C'est le travail d'équipe qui est bon, mais on le voit auprès de la clientèle, un niveau de satisfaction qui est super élevé au niveau de la clientèle. Des fois, des usagers qui sont frustrés, par exemple, qui commencent un rendez-vous puis qui disent non, non, moi, je suis bon pour conduire puis tout ça, mais qu'au fur et à mesure, avec le lien de confiance, ils finissent par comprendre qu'il y a eu certains enjeux. On est capable, Annie est capable de les faire progresser et c'est merveilleux. Donc, pour nous, 1,5 jours, c'est bien. 5 jours, ça serait mieux, mais ça, on est dans un autre dossier. Donc, on souhaite à tous les services d'aide technique de pouvoir bénéficier de ce type de ressources-là qui est exceptionnel là, pour notre programme. Donc, on vous remercie de la présentation. Merci. Puis, si vous avez des questions, là, ça va nous faire plaisir. Là. Je vais arrêter le partage.